La saison 3 de Squid Game nous a apporté des centaines de secrets et de curiosités. Sur cette chaîne, nous en avons analysé beaucoup. Mais comme j'ai mis en ligne tellement de vidéos, j'ai décidé de faire une compilation de tout le contenu. Aujourd'hui sur Charlie Tal, nous allons revoir toutes les curiosités et références que j'ai trouvées en un mois de travail. Tous les secrets de Squid Game saison 3, vous les verrez dans cette vidéo, sans remplissage ni distraction. Prêt? C'est parti! Dans l'épisode final, à cette foire pour enfants, nous avons le caméo de quelqu'un de très spécial. Ce dessinateur en arrière-plan est le réalisateur de la série, Hwang Dong-hyuk. Pendant une seconde, on peut même voir qu'il regarde la caméra. Camouflage niveau Dieu. Quand la garde numéro 11 trouve les fichiers des joueurs, on peut voir à gauche un fichier très spécial. Le titre en coréen se traduit par liste noire des joueurs. On peut supposer que ce fichier contient les noms des personnes interdites de participer au jeu. Ce serait intéressant de savoir quel genre de personnes sont bannies de la compétition, mais la série ne nous en montre rien de plus. Quand commence le jeu du labyrinthe, Nam-gyu prend une des pilules de Thanos et crie la phrase « Nous allons éliminer la moitié de l'humanité ». C'est une référence claire aux méchants de Marvel. Thanos est connu pour avoir utilisé les pierres d'infinité pour effacer la moitié de l'univers. Ce détail devient encore plus intéressant si l'on se rappelle que le jeu du labyrinthe consistait en deux équipes exactement égales en nombre et que l'une devait éliminer l'autre. Dans la maison du capitaine Park, on trouve son uniforme de soldat. Il porte un masque carré, ce qui signifie que le capitaine avait ce rang. C'est intéressant car, dans la hiérarchie de l'organisation, les carrés sont les gardes de plus haut rang, juste en dessous du frontman et du chef en costume noir. Dans ce contexte, on comprend pourquoi le capitaine avait une mission aussi importante, surveiller le policier. Les carrés sont les seuls à avoir un lien direct avec les hauts dirigeants et jouissent de leur confiance. Maintenant, tout le monde sait que la chamane a toujours été une menteuse et faisait semblant d'avoir des pouvoirs. Pourtant, elle n'était peut-être pas si folle. Dans la saison 2, lors du jeu du carrousel, elle a fait une prophétie à Gi-hun, et celle-ci s'est réalisée. Elle lui a dit que sa vie s'était prolongée au-delà de ce que le destin dictait, et que s'il était revenu au jeu, c'était pour accomplir une mission. Dans cette scène, la chamane regarde la femme enceinte, faisant référence au fait que Gi-hun devait la protéger. Maintenant, grâce à la saison 3, on sait que la prophétie s'est accomplie. Gi-hun ne pouvait pas mourir, parce qu'il devait sauver ce bébé. Avant la demi-finale, nous avons un moment triste où la vieille femme se donne la mort. Elle ne supportait pas que son fils ait été éliminé à cause d'elle. Cette tragédie nous rappelle la saison 1. Un homme y avait participé au jeu des billes avec sa femme et devait donc l'éliminer. Ce drame a été si grand qu'il a préféré se pendre, identique à ce qu'a fait la vieille joueuse. Dans l'épisode 4, on voit les VIP déguisés en garde et éliminant des joueurs. C'est une nouveauté pour eux, et ils remercient le frontman de leur permettre de participer. Cette idée vient probablement du vieil Il-nam, qui dans la saison 1 avait osé participer au jeu. À l'époque, Il-nam avait dit au frontman que le meilleur moyen de profiter des jeux était d'y participer. On voit que le frontman l'a écouté, car il a lui aussi participé dans la saison 2, et maintenant dans la saison 3, il a laissé les VIP jouer. Avant la grande finale, on peut voir les murs du dortoir découverts, révélant des lettres étranges. Elles disent « Odi mihi, cras tibi ». C'est une phrase en latin qui se traduit par « Aujourd'hui moi, demain toi ». Ce message représente la nature éphémère de la vie et prend tout son sens dans le contexte de Squid Game. Pour eux, la vie est fragile. Aujourd'hui, c'est moi qui suis éliminé. Demain, ce sera toi. Quand les joueurs entrent dans le jeu final, on voit une pancarte avec des lettres coréennes. Si on la traduit, elle dit « La sécurité avant tout ». Cette pancarte est habituellement utilisée en Corée, sur les chantiers pour assurer la sécurité des ouvriers. Mais dans la série, cela semble être une blague faisant référence au danger du jeu. Au début de la saison, on voit Gi-hun crier sur les gardes, exigeant d'être éliminé. Pendant ce temps, le frontman l'observe via les caméras de surveillance. Mais quelque chose cloche. Si on se rappelle la saison 2, pendant la rébellion de Gi-hun, la joueuse 120 a détruit les caméras du dortoir. La nouvelle scène se passe le même jour, donc il ne devrait pas y avoir de caméra dans la chambre. Il n'y a que deux options. Soit les gardes ont réinstallé une caméra en un temps record, soit c'est une erreur de production. Quand Monsieur Choi entre dans la maison du capitaine Park, il trouve une photo du marin avec le recruteur, ce qui signifie qu'ils étaient amis. Mais pendant une seconde, on voit aussi une photo du capitaine, avec le frontman. Cela révèle que le capitaine avait aussi une amitié, avec le chef de l'organisation. Et c'est logique, car avant de mourir, le capitaine Park a remercié le frontman. Il a dit qu'il aurait dû mourir il y a longtemps, mais que le frontman lui avait donné une autre chance.
Cela veut dire qu'il existe une histoire importante entre ces deux-là qu'on ne nous a jamais racontée. Pendant le jeu du labyrinthe, Gi-hun cherche Dae-ho pour l'éliminer. On peut remarquer que derrière lui, l'horloge marque exactement le numéro 456. C'est une référence claire au protagoniste. Et le moment coïncide avec la découverte du sang de Dae-ho par Gi-hun. Il l'a enfin trouvé. L'horloge nous dit que c'est le moment pour Gi-hun d'agir. Peu après, on le voit éliminer Dae-ho. Quand commence le jeu du labyrinthe, on voit le joueur youtubeur discuter avec Namgyu. Si l'on regarde derrière MG Coin, il y a des lettres coréennes disant « Fais attention aux gens, idiots ». Cette phrase semble être un avertissement pour les joueurs, mais surtout pour MJ Coin. Il avait fait un pacte avec Namgyu pour éliminer de nombreux joueurs, et à cause de son ambition, il a éliminé par erreur la joueuse 120. Le mur le mettait en garde contre les autres, mais son ambition l'a aveuglé. Avant la demi-finale, les joueurs reçoivent un dîner composé de tristes pommes de terre. Cela contraste fortement avec le premier repas qu'ils avaient reçu, qui était très complet. C'est une technique classique de l'organisation. Au début, on donne beaucoup de nourriture aux joueurs pour les rendre heureux et les inciter à continuer à jouer. Mais ensuite, on la réduit pour que la faim les rende plus irritables et violents. Cette technique avait aussi été utilisée dans la première saison. Au début, ils avaient eu un repas complet, puis seulement un œuf avec une boisson. Ce manque de nourriture a poussé le joueur 101 à voler la nourriture d'autres joueurs, et même à en tuer un. Squid Game regorge de ruses pour manipuler les joueurs et créer du conflit entre eux. Pendant la finale, les VIP profitent du spectacle, et l'un d'eux dit que c'était une excellente idée de faire revenir le joueur 456. Suite à ce commentaire, le frontman tourne la tête comme s'il nous regardait. C'est comme s'il brisait le quatrième mur, comme dans les films de Deadpool. Les VIP félicitent les producteurs de la série pour l'idée géniale de faire revenir Gi-hun dans les dernières saisons. La série se termine par une scène épique, dans laquelle une recruteuse américaine joue au Daedakji avec un sans-abri. Mais les fans les plus attentifs ont remarqué que cela n'a aucun sens, car le Daedakji est un jeu coréen, et les Américains n'y jouaient pas dans leur enfance. Il aurait été plus logique que la recruteuse joue à un jeu typiquement américain, mais la production a choisi le Daedakji, car il représente mieux la série. C'est une preuve claire que la série n'a jamais été pensée pour être adaptée à d'autres cultures. C'est quelque chose qu'ils ont dû développer pour poursuivre la franchise. Pendant des mois, la théorie selon laquelle Gi-hun deviendrait le prochain frontman s'est répandue, mais bien sûr, elle ne s'est pas réalisée. Cependant, la saison 3 a tout de même montré un lien avec cette idée. Avant la grande finale, le frontman a proposé à Gi-hun un couteau pour éliminer les autres joueurs. C'était un test pour lui. S'il avait accepté, cela aurait prouvé que même une personne bonne comme lui pouvait être corrompue. Le frontman a fait cela pour recruter Gi-hun. Je peux l'affirmer, parce qu'on nous a ensuite montré des scènes du passé dans lesquelles le vieux Il-nam avait fait la même offre au frontman. Il avait accepté et avait rejoint l'organisation. Maintenant, dans le présent, le frontman voulait faire la même chose avec Gi-hun, mais ce dernier a refusé. Y aura-t-il une saison 4 de Squid Game? La réponse est non. Le réalisateur a été très clair, ce fut la dernière saison. Mais il a aussi déclaré qu'il y aura des spin-offs pour la franchise. Il est très probable que l'on voit une série Squid Game aux États-Unis. Cela est confirmé par la fin de la série, où l'on voit une recruteuse américaine jouer avec un sans-abri. Nous aurons encore Squid Game pour longtemps. Avant le jeu du labyrinthe, Namgyu se moque de Min-soo et de la mort de son amie. Il dit l'avoir éliminée, parce qu'elle n'arrêtait pas de se moquer de lui. Mais c'est étrange, car dans la saison 2, on n'a pas vu la fille se moquer de Namgyu. Cette conversation fait en fait référence à une scène supprimée de la saison 2. Cela se passe pendant le jeu du pentathlon. Là, Namgyu devait lancer une toupie, mais il échouait constamment. À cause de cela, on voit Semi lui crier dessus pour son échec. Tout cela a été supprimé de la série, mais aurait mieux expliqué la rancune de Namgyu envers Semi. Dans les souvenirs du frontman, on nous montre comment, des années auparavant, le vieux Il-nam lui a proposé un marché pour gagner les jeux. Il devait simplement éliminer tous les joueurs avec un couteau. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que le frontman a beaucoup souffert pour accomplir cette mission. Il était visiblement terrifié. Il a même pleuré avant d'accepter. C'est important, car on a toujours cru que le frontman avait gagné les jeux à cause de sa vision impitoyable du monde, qu'il était une sorte de Sang-woo. Mais apparemment, c'est le contraire. Le frontman était quelqu'un de bon arrivé en finale. C'est pourquoi ça lui a fait si mal de tuer ses camarades. Il était comme Gi-hun, et le vieux Il-nam a réussi à le corrompre avec ce couteau. Ce fut le moment de sa chute totale. On a besoin d'un spin-off sur le frontman dans ses anciens jeux. Dans le premier épisode, l'organisation de Squid Game montre les corps de ceux qui ont participé à la rébellion de Gi-hun. Ce qui est intéressant, c'est que si l'on regarde bien, ici il y a un joueur avec le numéro 001,
On ne peut pas voir le premier chiffre de l'uniforme, mais si l'on change l'angle, on peut mieux l'apprécier. C'est bien le 001. Rappelons que c'était le numéro qu'avait utilisé le frontman quand il s'était infiltré comme joueur. Cela signifie que le frontman a pris un joueur au hasard et lui a mis son uniforme pour que tout le monde pense qu'il avait été éliminé. Ce qui soulève des situations controversées. Par exemple, pourquoi Gi-hun ne l'a-t-il pas reconnu? Il était présent, donc il aurait dû reconnaître le cadavre du frontman. Il le considérait comme un ami et n'a jamais su ce qui lui était arrivé après la rébellion. Donc pour lui, cela aurait dû être très fort de le voir ici. Je ne peux que penser qu'il ne s'en est peut-être pas rendu compte parce qu'il était très concentré à surveiller Dae-ho. Et toi, qu'en penses-tu? Cette curiosité est assez triste. Nous savons tous que la joueuse 120 a été éliminée de manière tragique dans le jeu du labyrinthe. Mais je veux qu'on remonte plus loin. Avant ce jeu, on a pu voir les joueurs se réveiller dans leur dortoir. Et pendant quelques secondes, on peut voir comment la joueuse 120 fait soigneusement son lit. Elle a tout laissé en ordre, parce qu'elle croyait fermement qu'elle reviendrait du jeu suivant. C'est un détail simple, mais cela rend sa fin encore plus tragique. Pendant le jeu de la corde à sauter, Gi-hun nous a offert des moments d'angoisse, en sautant avec le bébé dans les bras. À plusieurs reprises, il a failli tomber. Le frontman observait attentivement cette scène avec des jumelles. Et voici la partie intéressante. Lorsque Gi-hun a failli tomber, le frontman abaisse ses jumelles avec une main tremblante. Cela donne l'impression qu'il est nerveux face à la situation. Peut-être que j'imagine des choses, mais pour moi c'est une preuve que le frontman se souciait vraiment d'une possible élimination de Gi-hun. Qu'en pensez-vous? Beaucoup ont remarqué que Gi-hun a beaucoup maigri par rapport à sa version de la première saison. C'est parce que l'acteur Lee Jung-jae a suivi un régime strict pour les nouvelles saisons. Selon l'acteur, ce régime a duré presque 1 an, dans le but que Gi-hun paraisse plus maigre et affaibli pour les nouveaux jeux. Cela a été extrêmement difficile pour Lee Jung-jae. En fait, dans une interview récente, l'acteur a dit que pendant le tournage, il ne pouvait même pas manger avec le reste de l'équipe, mais devait aller dans sa voiture pour manger la nourriture de son régime spécial. Cela l'a dérangé, car il ne pouvait pas partager les repas avec ses amis. Une fois de plus, analysons les prophéties de la chamane. Nous savons tous maintenant qu'elle était une menteuse, mais malgré cela, elle a eu raison sur plusieurs prophéties intéressantes. Par exemple, dans la saison 2, elle a menacé le petit groupe de nos protagonistes. Il y avait là la joueuse âgée et son fils, ainsi que la joueuse 120. La chamane leur a dit qu'ils étaient maudits et qu'ils auraient tous une mort douloureuse. Elle a même dit qu'ils mourraient en se regardant dans les yeux. Cette prophétie s'est complètement réalisée. Dans le jeu du labyrinthe, la joueuse 120 a été éliminée en regardant ses amis dans les yeux. Il en va de même pour le fils de la vieille femme, qui n'a pu qu'embrasser sa mère, face à la fin imminente. Et enfin, la joueuse âgée a fini par se pendre. Son adieu a été le plus douloureux, car elle a été en grande partie responsable de la fin de son fils. Aucun d'entre eux n'a été éliminé simplement. Tous ont souffert d'une manière particulière à leur fin. La chamane avait raison, leur destin était très tragique. Le réalisateur de la série, Hwang Dong-hyuk, a enfin expliqué ce que signifie exactement la dernière phrase prononcée par Gi-hun. Dans sa dernière scène, il a dit « Nous ne sommes pas des chevaux, nous sommes des humains. Et les humains sont… » Cette phrase est restée incomplète. Selon le réalisateur, l'idée était de transmettre un message sur l'humanité. Mais ce message ne pouvait pas être simple. Gi-hun laisse la phrase incomplète parce que les êtres humains sont complexes. Donc il serait présomptueux de nous définir avec un seul mot. L'objectif était que nous, en tant que public, complétions la phrase avec ce que nous avons appris dans la série. Au fil des 3 saisons, nous avons vu toutes les facettes de l'humanité, des plus douces aux plus sombres. Nous avons vu la vengeance, l'ambition et la cruauté, mais aussi l'espoir. Le réalisateur voulait que toutes ces émotions aboutissent à la phrase de Gi-hun, pour que chacun ait sa propre réponse. Le réalisateur de la série a parlé du caméo incroyable de Cate Blanchett dans le rôle de la recruteuse américaine. Il raconte lui avoir envoyé le dadgji pour qu'elle s'entraîne à l'avance, mais à cause de son emploi du temps, elle n'a pas pu le faire. Quand le moment de tourner est arrivé, ils ont eu des problèmes parce qu'elle ne pouvait pas retourner le dadgji une seule fois. C'est logique, car c'est un jeu coréen qu'elle n'avait jamais joué. Ils étaient sur le point d'abandonner, jusqu'à ce que par miracle, après plusieurs tentatives, il y ait une seule prise où le dadgji s'est retourné. Selon le réalisateur, cette surprise a provoqué un sourire chez l'actrice, et c'est cette scène que l'on voit à la fin de la saison. Le sourire de Cate Blanchett est authentique. Squid Game a battu un autre record sur Netflix. La saison 3 s'est classée à la première place dans tous les pays du monde, où Netflix est disponible. C'est quelque chose qui n'était jamais arrivé avec une série Netflix. Il y a même eu des pannes du service de streaming, dans certains territoires. Ce n'est pas la première fois que la série bat des records. La première saison avait été la série la plus regardée sur Netflix, jusqu'à cette date. La deuxième saison a battu ce record. Et maintenant la troisième saison est allée encore plus loin.
Il n'y a aucun moyen de surpasser cela. Nous savons tous que le grand méchant de la saison était le YouTuber MJ Coin. Pourtant, la série a donné à ce personnage plusieurs occasions de devenir bon, mais il les a gâchées. Par exemple, dans le jeu du labyrinthe. Il avait un plan éliminer quelqu'un, puis chercher sa copine pour la protéger. Mais au lieu de cela, il s'est laissé tenter par l'argent. Il a commencé à éliminer de nombreux joueurs bleus pour augmenter le montant du prix. À cause de cette décision, il a fini par éliminer par erreur la joueuse 120. Tout était dû à sa cupidité. Il en va de même pour la grande finale. Dans l'avant-dernier tour, il avait déjà gagné avec Gi-hun. Il devait simplement atteindre la dernière plateforme et éliminer le joueur numéro 100. Mais encore une fois, son ambition l'a emporté. Il a préféré éliminer le vieil homme plus tôt pour ainsi augmenter le prix. Le YouTuber pensait être en sécurité, car il restait encore un joueur blessé à éliminer. Mais il n'avait pas prévu que celui-ci se jetterait de lui-même. Tout le problème est donc né de sa cupidité. Il aurait pu s'en sortir vivante avec sa fille et l'argent, mais son avidité l'a toujours dominé. Il n'a jamais changé. Il a été mauvais du début à la fin. Nous avons tous été surpris de voir le retour de Sae-byeok dans le dernier épisode. Elle était l'une des joueuses les plus aimées, et elle réapparaît dans une vision de Gi-hun pour l'empêcher d'éliminer les autres joueurs, pendant qu'ils dorment. Beaucoup ont cru que pour ce caméo, ils avaient simplement recyclé une scène de la première saison, mais ce n'est pas le cas. Grâce à des vidéos dans les coulisses, nous pouvons confirmer que l'actrice est revenue pour tourner la scène. On peut la voir ici. De plus, récemment, le réalisateur a expliqué en détail l'importance de ce personnage. Selon lui, l'apparition de Sae-byeok a été déterminante, car sans elle, Gi-hun aurait accepté l'offre du frontman. Elle a rappelé à Gi-hun qu'il était une bonne personne, et cela l'a fait réfléchir. En revanche, le frontman a accepté l'offre lorsqu'elle lui a été faite par le vieil homme Il-nam. Le réalisateur explique que c'est là la grande différence entre les deux personnages. Gi-hun et le frontman sont tous deux entrés dans le jeu comme de bonnes personnes. Mais le frontman n'a jamais eu une Sae-byeok pour le garder sur le bon chemin. C'est pourquoi il est tombé dans les ténèbres. Avec tout ce contexte, nous pouvons comprendre que l'amitié entre Gi-hun et Sae-byeok a été déterminante dans toute l'histoire de Squid Game. La première curiosité est liée à la saison 2. Dans le jeu de la poupée, Gi-hun a demandé à tout le monde de se mettre en rang. Cela a permis aux joueurs de devant de protéger ceux de derrière. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette scène, on voit la joueuse 120 protéger Nam-gyu et le joueur YouTuber. C'est une triste ironie, car ces deux personnages allaient mourir dans le jeu du labyrinthe. Le réalisateur avait tout prédit dès le début. Dans le jeu de la corde à sauter, un individu est apparu et a tenté de jeter tous les joueurs qui traversaient le pont. Son plan était de les éliminer, pour qu'il n'y ait plus de participants. Face à cette situation, Gi-hun est intervenu pour les sauver. Ce qui est intéressant, c'est que si l'on regarde bien, les joueurs que Gi-hun a sauvés sont les mêmes qu'il affrontera ensuite lors de la grande finale. Ils font tous partie de l'équipe du vieil homme. Eux aussi ont attaqué Gi-hun et le bébé, bien qu'ils les aient aidés. Cela me fait penser que le réalisateur n'a pas choisi les finalistes au hasard, mais a spécifiquement sélectionné des personnes que Gi-hun avait sauvées. Et il l'a fait comme un message indiquant que les êtres humains sont traîtres et déloyaux. Dans le jeu de la corde à sauter, on peut voir que les jambes de Nam-gyu tremblent. Beaucoup pensaient que c'était parce qu'il souffrait des symptômes de manque dus à la drogue. Mais en réalité, non. Nam-gyu fait cela lorsqu'il a très peur. Cela n'est visible que dans une scène supprimée de la saison 2. Dans cette scène, on voit Nam-gyu dans le jeu du pentathlon. Il devait lancer la toupie, mais échouait constamment. On y voit ses jambes trembler de peur à l'idée d'échouer. Et dans cette scène, il ne souffrait pas des symptômes du manque. Les jambes tremblantes de Nam-gyu sont une caractéristique propre à son personnage. Mais cela a été en grande partie supprimé de la série. Récemment, Netflix a publié une interview avec le réalisateur de la série, Hwang Dong-hyuk. Il y a révélé que la fin de la saison 3 devait être très différente. Gi-hun n'allait pas mourir. Selon le réalisateur, dans la fin originale, Gi-hun gagnait les jeux et quittait l'île. Ensuite, il partait aux États-Unis pour retrouver sa fille. En gros, le réalisateur nous dit que Gi-hun devait prendre la place du frontman dans ses scènes finales. De plus, le réalisateur confirme aussi que Gi-hun devait rencontrer la recruteuse américaine. Gi-hun vivrait heureux et en confiance, mais sa tranquillité serait brisée quand il découvrirait que les jeux continuaient encore dans le monde entier. Donc la fin originale était semblable à ce que nous avons vu à la fin de la saison 1 avec Gi-hun à l'aéroport. Mais pourquoi cette fin a-t-elle été abandonnée ? Selon le réalisateur, la principale raison est que, de son point de vue, le voyage de Gi-hun était déjà terminé au cours des 3 saisons. Le protagoniste avait déjà vécu de nombreuses aventures et affronté les facettes de la nature humaine. Gi-hun a sauvé des gens, s'est trompé et a même tué de ses propres mains.
À ce stade, la meilleure façon de conclure son histoire était de sacrifier sa vie pour quelqu'un d'innocent comme le bébé. En résumé, le réalisateur dit que l'histoire de Gi-hun est finie. Il était inutile de la prolonger davantage. La production de la série nous avait prévenu depuis longtemps qu'ils seraient les finalistes du tournoi. À la fin de la saison 2, ce poster avec les joueurs a été révélé. Et si l'on regarde sous Gi-hun, on trouve le joueur 333 et la joueuse enceinte. Beaucoup ont théorisé que le poster annonçait les finalistes. La théorie vient du fait que ce poster est identique à un autre qui est sorti pendant la saison 1. Comme vous pouvez le voir, voici le Gi-hun de la saison 1. Et en dessous, il y a Sang-woo et Sae-byok, qui étaient aussi finalistes. Les fans ont relié les deux posters pour créer cette théorie. Et maintenant, on sait qu'elle était vraie. Et je vous rappelle que ce poster est sorti dès la fin de la saison 2. Depuis lors, Netflix nous avait tout spoilé. Avant les finales, le frontman a pris la décision que le bébé de la joueuse 222 serait aussi compté comme un joueur. Cette décision a été controversée, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle avait déjà été annoncée dans la saison 2. Dans le jeu du carrousel, le frontman faisait partie de l'équipe de Gi-hun et a fait une blague sur le bébé. Ils étaient un groupe de 5, mais il a dit que s'ils devaient être 6, ils le seraient grâce au bébé. Le psychopathe pensait déjà à l'époque que le bébé était un joueur à part entière. Des spoilers qui vont trop loin. Dans la grande finale, nous avons découvert ce joueur, le numéro 203. Beaucoup l'ont vu comme un personnage sans importance, mais il est interprété par un acteur que vous avez sûrement déjà vu. Il s'agit de Choi Gui-hwa, qu'on a déjà pu voir dans le film populaire Dernier train pour Busan. Dans ce film, il jouait le sans-abri qui sauve à plusieurs reprises le héros. Rappelons que le héros de ce film était Gong-yoo, qui est maintenant le recruteur dans Squid Game. Tout est connecté. Après la sortie de la série, de nombreux fans ont commencé à écrire aux acteurs de Squid Game et, de manière surprenante, certains ont répondu. Le plus remarquable est l'acteur Lee Sang-woo, qui a joué le joueur numéro 226. Ce joueur était l'ami du vieux maléfique et a aussi combattu la joueuse 120 dans le jeu du labyrinthe. De nombreux fans lui ont écrit sur Instagram pour le féliciter de son travail et l'acteur a répondu avec des messages pleins d'affection. Il est vraiment sympathique. Il poste même sur Instagram des stories avec des vidéos et photos réalisées par ses fans. Si l'un de vous lui écrit et reçoit une réponse, dites-le moi en commentaire. Nous savons maintenant que la chamane était une fraude et qu'elle a toujours menti. Cependant, elle a quand même vu juste dans certaines prophéties. Par exemple celle-ci. Dans le jeu du labyrinthe, la chamane a fait équipe avec le joueur numéro 100 pour trouver la sortie. Mais à la fin, le vieux l'a trahi et lui a volé ses clés. Face à cela, la chamane a jeté une sorte de malédiction contre lui. Elle lui a dit ceci: « Les dieux t'écraseront, ils te briseront la colonne vertébrale et le crâne. Ensuite, ils feront exploser tes organes, et tu agoniseras jusqu'à la mort. » Bien sûr, nous savons que cela s'est réalisé. Le joueur 100 est arrivé en finale, et a failli gagner. Mais il a été éliminé par le joueur 333. Si l'on regarde comment a fini le vieux, on voit que son corps est tordu, comme si sa colonne avait été brisée. C'est exactement comme l'avait dit la chamane. En plus, sa tête a aussi explosé. Je dois censurer l'image pour YouTube. Mais vous savez comment cela s'est terminé. Donc la prophétie de la chamane était parfaite. Sa colonne et sa tête ont été détruites. À la fin de la première saison, Gi-hun a retrouvé le recruteur, qui jouait au Dakji avec un pauvre inconnu. Dans cette scène, Gi-hun menace cet homme pour qu'il n'aille pas au jeu. Il lui prend même sa carte. Eh bien cet homme réapparaît dans la saison 2, comme le joueur 189. On le voit dans le jeu du pentathlon. Apparemment, il n'a pas écouté Gi-hun, et malheureusement, il n'a pas survécu à ce jeu. Je vous montre à l'écran les visages des deux, côte à côte. C'est la même personne. En plus, je suis allé voir dans les crédits des 2 épisodes, et j'ai trouvé le nom de l'acteur. Il s'appelle Kwon Yoo-jun, et il a participé aux 2 saisons. C'est confirmé. En complément du fait précédent, le joueur 189 n'est pas interprété par n'importe quel acteur. Kwon Yoo-jun s'est également illustré dans la première saison, en incarnant le frontman, mais uniquement dans les scènes où il portait le masque. L'acteur Lee Byung-hun n'a pas tourné ces scènes. C'est pourquoi, dans les interviews, il a déclaré avoir très peu participé à la première saison. Pendant presque toute la première saison, le frontman apparaît uniquement masqué et est joué par Kwon Yoo-jun. L'acteur Lee Byung-hun n'apparaît que dans environ 3 scènes. Dans la maison du capitaine Park, Monsieur Choi a été surpris par un chien très féroce. Grâce aux vidéos des coulisses, on sait que ce chien n'était pas réel. Il a été entièrement généré en images de synthèse. Mais pourquoi ont-ils fait cela? Eh bien en Corée, les lois sur la protection des animaux sont très strictes. On peut utiliser des chiens dans les séries et les films. Mais il est interdit de montrer des animaux réels en train d'être blessés ou tués. Peu importe si les blessures sont fausses, on ne peut pas donner l'impression qu'ils sont maltraités.
Comme nous le savons, dans la scène de Squid Game, le chien est abattu par Monsieur Choi. Cela aurait légalement été considéré comme de la maltraitance animale, donc il était impossible d'utiliser un chien réel. Dans le premier épisode de la série, Gi-hun fête l'anniversaire de sa fille avec elle, mais il se sent coupable de ne pas lui avoir offert un meilleur cadeau. À ce moment-là, Gi-hun lui fait une promesse. Il lui dit que pour son prochain anniversaire, il lui fera un grand cadeau, quelque chose de très spécial. Cette promesse est tenue à la fin de la série. Après la mort de Gi-hun, on voit comment le frontman apporte un grand cadeau à la petite. Il lui donne l'uniforme de son père, ainsi que tout l'argent qu'il a gagné dans les jeux. C'est littéralement un cadeau immense, aussi bien sur le plan économique que symbolique, car l'uniforme de Gi-hun représente toute sa lutte en tant que joueur dans les jeux, et l'argent est la récompense qu'il a obtenue. Après avoir tout sacrifié dans la première saison, le frontman, sans le savoir, a tenu la promesse de Gi-hun. Bien sûr, cette scène se déroule 3 ans après la première saison, mais l'idée est claire. Pendant le jeu de la corde à sauter, on fait la connaissance d'un joueur qui commence à jeter tous les autres participants. Son objectif était de les éliminer tous, pour gagner seul avec Gi-hun. Ce qui est intéressant, c'est que ce joueur était déjà apparu dans la saison 2. Dans le jeu du pentathlon, il allait rejoindre l'équipe de Gi-hun. C'est Dae-ho qui l'avait recruté, et il nous avait même dit qu'il était aussi un ancien marine. Cet homme voulait faire équipe avec Gi-hun depuis le début, mais il n'en a jamais eu la possibilité. C'est pourquoi, en demi-finale, il se propose à nouveau pour gagner avec lui, mais il est encore une fois rejeté. Dans l'épisode final, on voit que la garde numéro 11 porte une tenue très particulière. C'est un t-shirt orange, une veste terne et une casquette bleue. Cette tenue est identique à celle que portait Gi-hun dans la première saison de la série, avant de gagner les jeux. C'est impossible que ce soit une coïncidence. Pour moi, ils veulent relier les deux personnages, car ils partagent des similitudes à ce moment de leur vie. À cette époque, Gi-hun ne pouvait pas voir sa fille, parce qu'il n'avait pas d'argent. Alors il est entré dans les jeux pour pouvoir gagner et rester avec elle. La garde 11 est similaire. Dans cette scène, elle est à la recherche de sa petite fille. Elle vient juste de sortir des jeux, et grâce à cette évasion, elle a une chance de la retrouver. Dans la saison 2, le joueur YouTuber parle avec sa petite amie de ce qu'il pourrait aller faire après les jeux. Il veut prendre l'argent de tous les deux et l'investir dans quelque chose appelé Futures. Selon Myung-gi, ce type d'investissement est à très haut rendement. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est le même type d'investissement que Sang-woo avait tenté avant la saison 1. Dans une conversation avec Gi-hun, il lui a dit qu'il avait tout perdu et s'était endetté à cause d'un investissement appelé Future. Selon Google, les futurs sont des investissements à très haut rendement, mais aussi à très haut risque. Il est très difficile d'y gagner de l'argent. Avec tout ce contexte, on comprend plusieurs choses. D'abord, même si Myung-gi avait gagné les jeux, il aurait quand même perdu tout son argent dans cet investissement. En plus, on comprend que Sang-woo est une version plus expérimentée de Myung-gi, car il a déjà fait les erreurs que le YouTuber allait commettre. Dans le dernier épisode, on a pu voir le retour du légendaire Il-nam, le créateur des jeux. Il est représenté comme une statue de cire dans sa chambre. C'est la seule image de l'acteur que l'on voit dans toute la saison, et elle a été faite avec des effets spéciaux. Mais pourquoi n'ont-ils pas ramené l'acteur original? La réalité, c'est que l'acteur qui joue Il-nam a été accusé d'un crime envers une femme en 2022. Cela s'est produit peu après le tournage de la première saison de la série. En 2024, il a été condamné pour ce crime. Donc il a été écarté de tout projet télévisé. C'est pour cette raison que la production de Netflix ne l'a pas ramené. Son personnage apparaît dans certaines scènes, mais avec un masque. C'est donc un autre acteur qui l'incarne. Et pour la voix du vieil homme, la production a utilisé une technologie d'intelligence artificielle. Ils ont utilisé les dialogues de la première saison pour reproduire exactement la voix de l'acteur dans ces scènes. Grâce aux vidéos des coulisses, on peut enfin voir comment ils ont créé le bébé de la joueuse 222. Beaucoup ont cru que tout était en images de synthèse, mais en réalité, ils ont utilisé une poupée robotique très réaliste. On peut la voir dans ces scènes avec Gi-hun. Comme on peut le constater, le bébé existait vraiment. La poupée pouvait faire des mouvements réels, semblables à ceux d'un véritable nourrisson. Ensuite, tout a été amélioré, avec des effets spéciaux pour obtenir le résultat final. Mais dans d'autres scènes, ils ont utilisé une technique différente. Par exemple, lors de l'accouchement, on peut voir qu'ils ont utilisé une poupée assez laide, qui a servi seulement de guide pour les acteurs et les effets visuels. Mais en réalité, tout son corps a été généré en CGI. Je trouve admirable que les acteurs puissent pleurer en regardant une poupée aussi laide. L'épisode 2 de la saison finale s'intitule « La nuit étoilée » et il nous présente les joueurs qui luttent dans un labyrinthe. Le titre de l'épisode fait référence au célèbre tableau de Vincent van Gogh, La nuit étoilée.
Au plafond du labyrinthe, on peut voir un ciel très similaire à celui de ce tableau. Le tableau original a une histoire intéressante. Après s'être coupé une oreille, Van Gogh s'est interné volontairement dans un asile. C'est là qu'il a peint le tableau depuis la fenêtre de sa chambre, derrière les barreaux. Un homme enfermé contemplant le monde extérieur. Cela nous rappelle les joueurs de Squid Game qui doivent se faufiler dans un labyrinthe, à la recherche de la sortie. Ils aspirent à la liberté, tout comme Van Gogh pendant son enfermement. Pour compléter la curiosité précédente, le jeu du labyrinthe est basé sur une partie importante de la culture coréenne. En Corée, comme dans beaucoup d'autres pays, il est normal que les enfants jouent dans la rue. Mais les mères avertissaient toujours leurs enfants de ne pas rester dehors trop tard, car quelque chose de mauvais pourrait leur arriver. C'est pourquoi, sur les murs du jeu, on peut voir des étoiles peintes. Tout le labyrinthe représente la rue la nuit. La porte de sortie symbolise la maison des enfants. Les joueurs bleus doivent rentrer chez eux avant que ceux de l'équipe rouge ne les éliminent. Tout a un symbolisme enfantin, mais aussi très macabre. Lors du jeu du cache-cache, nous avons vu comment Gi-hun a poursuivi Dae-ho depuis le début, mais quand il l'a finalement rattrapé, il a découvert que ce n'était qu'une personne ressemblant à lui. Cela m'a semblé trop pratique, que cette personne ait la même coupe de cheveux que Dae-ho. Alors j'ai cherché ce joueur dans la saison 2. C'est le joueur 197, et ici, nous pouvons le voir pendant le premier vote. Comme nous pouvons le remarquer, il portait ses cheveux de manière très différente, mais pour une raison quelconque, il a décidé de se faire un chignon et de se coiffer exactement comme Dae-ho. Et il l'a fait spécifiquement pour le jeu du cache-cache. Il a failli mourir à cause de cette décision. Avant de commencer le jeu du cache-cache, les gardes ont donné la possibilité aux concurrents de changer d'équipe. Ici, nous pouvons voir un homme dérangeant une fille pour qu'elle lui donne son gilet rouge, mais elle refuse. C'est le joueur 192, et plus tard, nous voyons qu'il a finalement réussi à convaincre la joueuse 440 de s'échanger avec lui. Il la remercie même avec un sourire. Ce qui est intéressant, c'est que plus tard, nous voyons comment le 192 élimine précisément la femme qui l'a aidé. Ici, on ne voit pas bien son numéro, mais grâce à cette photo des coulisses, c'est confirmé. C'est la joueuse 440. C'est une grande coïncidence qu'ils se soient rencontrés juste après avoir échangé leur gilet. J'ai la théorie que la femme a accepté l'échange, sous l'accord qu'il la protégerait lorsqu'ils arriveraient au labyrinthe. Nous avons vu cet accord chez plusieurs joueurs. Cela expliquerait pourquoi ils se sont rencontrés si facilement. Mais cet homme l'a trahi et l'a éliminé froidement. Échanger son gilet avec lui a été la pire erreur de sa vie. Ça m'impressionne vraiment. Comment la série a mis en place autant de petits détails comme celui-ci. Nous pourrions faire 10 vidéos en analysant les personnages secondaires et nous verrions des détails géniaux. Comme tout le monde le sait, dans la saison 1, Gi-hun a reçu une carte dorée. Avec elle, il pouvait accéder à tout l'argent qu'il avait gagné dans les jeux. Mais cette carte cache un détail intéressant. Si nous regardons la date d'expiration, il est écrit le 25 juin. C'est-à-dire que la carte expire en juin de l'année 2025. C'est intéressant parce que la saison finale de la série est sortie en juin de cette année. Coïncidence? Je ne crois pas. Bien que si nous y réfléchissons un peu, c'est étrange. Rappelons-nous que Squid Game a toujours été conçu pour n'avoir qu'une seule saison. Le réalisateur l'a dit plusieurs fois. Ils ont seulement eu l'idée de faire plus de saisons, lorsqu'ils ont vu le gigantesque succès de la première. Avec ce contexte, c'est assez fou que la date de la carte coïncide avec la saison 3, une saison qui n'avait même pas été prévue au départ. Dans le jeu du cache-cache, Young-sik a eu beaucoup de difficultés à trouver une victime. Mais à mi-jeu, un miracle se produit. Un homme blessé apparaît, prêt à être éliminé. Ce joueur supplie pour sa vie et dit qu'il connaît Young-sik. En effet, cet homme est le même que nous avons vu dans le jeu du carrousel. Dans ce jeu, lui et un autre homme ont pris Young-sik de force et l'ont obligé à entrer avec eux dans une chambre. Cette décision a failli lui coûter la vie à sa mère. Young-sik a eu l'occasion parfaite pour se venger, mais il l'a raté. Lorsque la joueuse enceinte accouche, la vieille dame demande à la joueuse 120 de lui tenir la main pour l'aider. Ce moment est très court dans la série, mais grâce aux vidéos des coulisses, nous pouvons voir plus de détails intéressants. Le plus précieux est que la joueuse 120 prend la main de son ami et lui donne un baiser. Le moment est très émouvant. Nous pouvons même voir des larmes dans les yeux de la 120. Malheureusement, tout cela a été coupé du dernier épisode. J'ignore la raison. Lorsque Namgyu est éliminé dans le jeu de sauter la corde, il pousse un cri désespéré et assez caractéristique. De nombreux fans ont remarqué que ce cri est recyclé de la saison 1. Nous l'avons entendu spécifiquement lorsque le joueur 244 a été éliminé. C'était un homme religieux qui a été éliminé sur le pont de verre. Je vais vous mettre les deux cris pour que vous puissiez les comparer vous-même. Il est fort probable que ce soit un cri provenant d'une bibliothèque de sons de Netflix.
De nombreux fans affirment l'avoir entendu dans d'autres séries coréennes. Ce cri semble être une version asiatique du célèbre cri Wilhelm, un effet sonore légendaire qui a été entendu dans des centaines de films hollywoodiens. Nous l'avons entendu dans Star Wars et dans beaucoup d'autres franchises. Il semble qu'en Corée, ils ont leur propre version de ce son. Vous vous souvenez de ce cri de quelque part? La joueuse 222 accouche dans un décor marin. Si nous regardons de très près, nous pouvons voir un calamar. Cela semble être une référence à la théorie du poulpe, qui est devenue très populaire avant la sortie de la saison 3. Cette théorie nous disait que la joueuse enceinte mourrait après avoir accouché de son bébé. Et quelle était la base de cette théorie? Et pourquoi a-t-on appelé cela la théorie du poulpe? Tout a commencé lorsque Netflix a libéré cette affiche promotionnelle. On y voit qu'à côté de la joueuse enceinte, il y a un poulpe. Dans la nature, les poulpes et certaines espèces de calmars se caractérisent par le fait qu'ils n'ont des petits qu'une seule fois dans leur vie. Lorsqu'une femelle poulpe atteint l'âge adulte, elle se reproduit et puis elle se laisse mourir. Pratiquement, elle donne sa vie pour que ses petits survivent. Avec tout ce contexte, une connexion a été proposée entre le poulpe et la joueuse 222. La théorie disait qu'elle mourrait en accouchant ou en protégeant son bébé. Comme nous le savons tous, cette théorie s'est réalisée à 100%. La joueuse a accouché, puis a sacrifié sa vie pour que son bébé reste en sécurité avec Gi-hun. Ainsi, le réalisateur nous a donné un indice, avec ce poulpe sur l'affiche, et a ensuite confirmé la théorie, avec ce calamar dans la chambre. Grâce aux scènes des coulisses, nous pouvons voir plus de la bataille incroyable entre la joueuse 120 et le 226. Comme nous le savons, dans la série, elle lui a pris son couteau et l'a poignardé avec. Grâce à cette vidéo de la production, nous pouvons remarquer des détails intéressants. Par exemple, nous pouvons voir que le couteau est complètement plié. C'est parce que le couteau est en plastique, c'est-à-dire qu'il est fabriqué à partir d'un matériau souple, afin qu'il ne puisse pas blesser accidentellement quelqu'un. Le réalisateur de la série a révélé de nombreux nouveaux détails sur les VIP. Selon lui, dans la première saison, les VIP étaient des personnes totalement anonymes, pour représenter ceux qui contrôlent notre monde dans l'ombre. C'est pourquoi on ne les voyait presque jamais en face. Cependant, dans la saison 3, cela a changé. Maintenant, nous avons pu voir le visage des VIP et en apprendre davantage sur leur vie. Selon le réalisateur, ce changement est dû au fait qu'il a voulu représenter ces milliardaires qui contrôlent le monde sans avoir besoin de se cacher, c'est-à-dire des personnes qui se montrent publiquement, affichent leurs intérêts politiques et n'ont pas peur de les exprimer devant le public. En fait, le réalisateur a comparé les nouveaux VIP à Elon Musk, le milliardaire propriétaire de Tesla. Cet homme est très connu dans le monde pour déclarer ouvertement son soutien à des politiciens puissants aux États-Unis et est applaudi par des millions de fans. La scène finale nous présente une recruteuse femme qui joue à Datgji avec un sans-abri aux États-Unis. Mais si nous regardons à droite, nous pouvons voir pendant quelques secondes une annonce de loterie offrant $1 million aux gagnants. Ce n'est bien sûr pas accidentel. La loterie a toujours été une représentation fondamentale de l'essence de Squid Game. Il s'agit d'un jeu où les gens parient pour gagner un gros prix, bien qu'ils aient en réalité très peu de chances de le gagner. Dans la saison 2, nous avons même vu comment le recruteur offrait des billets de loterie aux sans-abri pour les défier dans un jeu. Il le faisait pour les voir souffrir. La loterie a toujours été fortement liée à la série, et bien sûr, elle se connecte parfaitement avec la scène de la recruteuse et du sans-abri. Commençons par le jeu de la corde à sauter. Dans cette vidéo, on peut voir Gi-hun sauter avec le bébé. Évidemment, ce n'est pas un vrai bébé, car ce serait extrêmement dangereux de sauter avec un nouveau-né. On remarque que le fond du décor est un écran bleu. Cela a été fait pour pouvoir effacer le bleu en post-production et le remplacer par les murs que nous voyons dans la série. Certains se demanderont pourquoi le fond est bleu et non vert. Dans les productions cinématographiques, on peut utiliser les deux couleurs, mais cela dépend du besoin. Dans ce cas, ils ne pouvaient pas utiliser un fond vert, car les uniformes des joueurs sont verts. Les deux couleurs se seraient mélangées et il aurait été impossible d'effacer l'arrière-plan au montage. On remarque aussi que la corde n'existe pas, elle a été ajoutée en post-production. Gi-hun saute en imaginant la corde. On voit aussi que le pont n'est pas en hauteur comme dans la série, et il y a des matelas sous Gi-hun au cas où il tomberait. Voyons maintenant le jeu sous un autre angle, avec les autres joueurs. Encore une fois, on remarque que la corde n'existe pas. Les acteurs ont dû se coordonner pour sauter en même temps une corde invisible. On remarque aussi que le joueur 435 saute complètement hors du temps. Si c'était une vraie corde, il aurait été éliminé.
Passons maintenant à la scène où Min-Soo est drogué. Dans cette scène, il a consommé les pilules de Tano. Il y a quelque chose d'intéressant. Dans la série, on a vu que dans cette scène, Min-Soo a retiré ses chaussures pour les porter à la main. Donc, il a sauté pieds nus. Mais dans les coulisses, on voit que Min-Soo porte 2 paires de chaussures. Une paire dans les mains et une autre aux pieds. Cela a sûrement été fait pour protéger les pieds de l'acteur, car dans cette prise, on ne voit pas le bas de son corps. Il n'était donc pas nécessaire de le forcer à sauter pieds nus. Mais tout n'a pas été aussi simple. Certaines scènes ont bien dû être tournées en hauteur. Par exemple, dans cette vidéo, on voit un joueur suspendu. Et pour obtenir cet effet, un pont en hauteur a été nécessaire. On le voit même tomber. Mais pour éviter qu'il ne se blesse, il est aidé par des câbles et il y a des matelas en dessous pour amortir sa chute. En haut, on voit le joueur 333 sauter. Lui aussi est aidé par des câbles, au cas où il tomberait pendant le tournage. Je veux maintenant qu'on regarde cette image. Ce type est celui qui voulait faire tomber tous les joueurs qui traversaient le pont. Gi-hun s'est battu contre lui pour l'arrêter. Et pour gagner, il lui a planté un doigt dans l'œil. Cette image est le making-of de ce moment. Le plus intéressant est peut-être qu'ils ont utilisé une doublure pour Gi-hun dans cette prise. Ce n'est pas l'acteur Lee Jung-jae. J'ignore pourquoi ils ont remplacé l'acteur, car cette scène ne représente pas un risque pour le protagoniste. Je soupçonne que c'est peut-être parce que les mains de cet acteur rendaient mieux à l'image. Avant de finir le jeu de la corde à sauter, je veux mentionner quelque chose d'intéressant. Dans plusieurs vidéos, on voit que la poupée n'existe pas. Seules ses jambes sont réelles. Dans cette vidéo, les acteurs se disent au revoir, et on peut voir que la poupée n'a pas de torse. Et dans cette autre photo, on voit Min-Soo poser de manière très virile, avec les jambes de l'autre poupée. Il semble que la partie supérieure des 2 poupées ait été créée en CGI. Enfin, cette photo a aussi été publiée, dans laquelle on voit le joueur 333 essayer d'emporter la 222. Je suis surpris de voir à quel point Jo Yuri semble épuisée dans cette scène. Elle a vraiment l'air d'une personne blessée. Rappelons que dans cette scène, son personnage venait d'accoucher. Passons à la grande finale. Il y a beaucoup de matériel intéressant. Tout d'abord, on remarque que ces scènes n'ont pas été tournées en hauteur. Toutes les plateformes sont au niveau du sol. De plus, tous les murs sont bleus. Cela a été fait pour des raisons budgétaires. Il aurait été très compliqué et inutile de construire des murs en béton comme dans la série. Le plus simple et économique est d'utiliser un écran bleu, puis de créer les murs en post-production. Mais certaines scènes ont quand même été filmées, à une certaine hauteur. Par exemple, dans cette photo, on voit Thanos suspendu pour la scène d'hallucination de Min-Soo. Comme on peut le voir, il est maintenu par des câbles. Bien sûr, il y a certainement des matelas en dessous, comme dans le jeu précédent. Dans une autre photo, on voit quelque chose de similaire, avec Min-Soo parlant à Nam-gyu. Passons au grand sacrifice de Gi-hun. Comme tout le monde le sait, Gi-hun se laisse tomber en arrière dans l'abîme. Dans cette prise en coulisses, on peut remarquer plusieurs détails. D'abord, évidemment, Gi-hun n'est pas tombé de très haut. Derrière lui, il y a un matelas bleu qui a ensuite été effacé au montage. La chute de l'acteur a donc été sécurisée. Autre détail important, si on regarde bien cette prise de Gi-hun, on voit qu'il pleure. C'est le moment où il prononce sa phrase épique sur les humains. Mais ici, il a les larmes aux yeux, alors que dans la scène finale, non. Selon l'acteur, c'est parce qu'ils ont tourné plusieurs versions de cette scène, certaines où il pleurait, d'autres plus sérieuses. Mais au final, ils ont gardé la version qu'on a vue. Selon le réalisateur, il n'y avait pas d'émotion correcte pour la scène, toutes étaient valables. Passons à la scène du frontman, avec le bébé. On ne peut pas voir le nourrisson, mais il est presque sûr que c'est une poupée. On voit aussi dans cette scène la plateforme utilisée par le frontman lorsqu'il a fui son frère. Je pensais que cet ascenseur était en CGI, mais il était bien réel. On le voit même bouger. On commence avec le début de la saison. Voici la scène où Gi-hun est ramené dans le dortoir des joueurs, à l'intérieur d'un cercueil. Comme on peut le voir, l'acteur Lee Jung-jae a réellement fait semblant d'être évanoui dans la boîte. Mais il y a d'autres scènes où cela n'a pas été nécessaire. Ils ont simplement mis un sac, et les acteurs ont fait semblant que Gi-hun était dedans. Cela a sûrement été fait pour ne pas fatiguer inutilement l'acteur, afin qu'il n'ait pas à simuler l'évanouissement pendant longtemps dans les scènes où il n'est pas visible. Passons à la scène où Gi-hun demande aux gardes de l'éliminer. On voit le réalisateur lui indiquer de pointer l'arme sur sa tête. Voici un détail intéressant. Sous cet angle, on peut voir que Gi-hun appuie bien sur la détente. Mais l'arme ne tire jamais car la sécurité était enclenchée. Cela nous montre que Gi-hun voulait vraiment être éliminé dans cette scène, mais que le frontman ne l'a pas autorisé. On continue avec le jeu du labyrinthe. Comme on peut le remarquer, tout le décor a été construit en vrai. Dans ce jeu, aucun effet numérique n'a été utilisé, contrairement à d'autres.
La production a construit chaque pièce et chaque mur en bois pour un maximum de réalisme. Ce n'est pas nouveau. Dans le jeu du carrousel, on avait aussi vu que tout avait été construit à partir de zéro. Certains jeux nécessitent beaucoup de CGI, comme celui de la corde à sauter, mais d'autres peuvent être réalisés en vrai et donner un résultat incroyable. On peut même voir que les murs ont été peints à la main, avec des dessins d'enfants. L'acteur Kang Ha-neul est impressionné par le réalisme du décor. Ici, on voit l'actrice Jo Yuri filmer des vidéos du labyrinthe. Elle dit que quelqu'un pourrait facilement s'y perdre. Elle porte une caméra, car elle a aussi filmé certaines scènes du making-of. Dans plusieurs vidéos, on peut voir à gauche le texte « Jun Hee Kam ». Cela fait référence au personnage interprété par Jo Yuri. Chaque fois que ce texte apparaît, cela signifie que la vidéo a été filmée par elle. Dans cette scène, Nam-gyu et Myung-gi poursuivent leur première victime. Quelque chose d'amusant se produit ici. Au début de la vidéo, l'acteur Roh Jae-won trébuche et manque de tomber, mais il se relève rapidement pour continuer à courir. L'acteur Im Si-wan le remarque, mais continue de jouer sans interrompre la scène. Au départ, je pensais que cette chute était prévue, mais il semble que ce soit un accident. Je dis cela, car si on cherche ce moment sur Netflix, on ne le trouve pas. Cela signifie que la chute était un événement fortuit, uniquement capturé dans le making-of. Voici le grand retour de Sae-byeok. Comme on le sait, elle est réapparue à la fin de la saison comme une illusion pour Gi-hun. Maintenant, on peut voir comment cette scène a été filmée. Le réalisateur lui demande de plier un peu les genoux, car dans la première saison, elle ne les tenait pas si haut. Rappelons que cette scène est une réplique exacte de celle de la saison 1. Où Sae-byeok disait à Gi-hun de ne pas attaquer Sang-woo. Les deux vidéos doivent donc être identiques. À la fin de la scène, l'actrice éclate de rire et dit qu'elle vient juste d'arriver et qu'on la fait déjà pleurer. On sent bien qu'elle est ravie d'avoir été réinvitée. Passons au making-of du jeu de la corde à sauter. Dans des vidéos précédentes, on avait déjà expliqué qu'ils avaient tout filmé avec des écrans bleus. En réalité, ils n'étaient jamais en hauteur et les murs étaient bien sûr faux. Ce qui est intéressant dans cette nouvelle vidéo, c'est qu'on nous montre comment ils ont coordonné les acteurs pour sauter. La corde n'a jamais existé, elle a été ajoutée en post-production. Donc pour coordonner les sauts, la production a utilisé un son très fort. Écoutez par vous-même. Grâce à cela, les acteurs savaient quand sauter et pouvaient se synchroniser. Sans ce son, il aurait été très difficile de les faire sauter tous en même temps. On voit aussi comment a été conçue la pièce des VIP. Cette salle colorée a été créée de manière réaliste. Selon le réalisateur, ils ont peint le sol en bleu pour représenter l'eau, puisque l'île de Squid Game est située en mer. Si l'on regarde bien, chaque canapé des VIP est placé sur une plateforme, comme si chaque VIP avait sa propre île dans l'océan. On nous montre aussi les serviteurs des VIP. Comme on peut le voir, leurs corps ont été peints à la main pour leur donner l'apparence caractéristique de la série. Bien que ces personnes ne soient pas vraiment des serviteurs, elles servent juste de décoration. Dans la série, on voit qu'ils restent immobiles et que les VIP mettent même leurs pieds sur eux, comme s'ils n'étaient pas humains. Ici, on voit l'actrice Jo Yuri de DOS nous montrer quelque chose. Ce sont les prothèses qu'elle a utilisées pour simuler une grossesse. Comme on peut le voir, il y a plusieurs versions de tailles différentes, utilisées selon les besoins de chaque scène. Passons maintenant à une vidéo de la joueuse 44, la chamane. Elle se montre très douce, contrairement à son personnage dans la série. Elle nous dit même qu'elle a peur de son propre rôle. Fait intéressant, elle prononce la phrase « Minky Minky ». On dit que c'est un surnom donné à la joueuse 222 par les fans. Rappelons que ces scènes sont filmées par l'actrice Jo Yuri. Mais honnêtement, je n'avais jamais entendu ce surnom. Peut-être qu'il n'est utilisé qu'en Corée. Dans ton pays, quelqu'un appelle-t-il la joueuse 222 Minky? Nous arrivons à la grande finale. Une grande partie du décor est en fond bleu. Autrement dit, presque tout était faux. Voici un autre détail intéressant. Dans cette scène, le joueur 333 utilise un tuyau du sol pour attaquer ses coéquipiers. Si on regarde bien, on voit que le tuyau se plie. C'est parce qu'il n'est pas en acier, ni en plastique. Il est fait d'un matériau souple pour éviter de blesser les autres acteurs. Dans une autre scène, on voit le youtubeur essayer de frapper Gi-hun avec le tuyau, et il se plie clairement. Voici la dernière partie du combat entre Gi-hun et Myung-gi. Comme on le sait, à la fin, les deux restent suspendus au bord de la plateforme. Mais seul Myung-gi tombe. Ici, on peut voir que pour filmer cette chute, les acteurs portèrent des harnais. Ils étaient retenus par des câbles pour éviter les dangers. De plus, il y avait des matelas en dessous au cas où les câbles casseraient.
Le making-of se termine avec Gi-hun, remerciant toute l'équipe de production. Tout le monde applaudit le protagoniste, et soudain, à l'arrière-plan, on voit le réalisateur courir discrètement, pour surprendre Gi-hun avec des fleurs. C'est agréable de voir que le réalisateur a fait l'effort de courir pour le surprendre. Ils ont travaillé ensemble, pendant de nombreuses années, et on sent qu'il y a beaucoup d'affection entre eux. Ils vont nous manquer. L'acteur Lee Byung-hun a aussi un moment émouvant avec le réalisateur, qui lui offre des fleurs. En plus, la production lui donne un cadeau spécial, le masque du frontman. Ce cadeau signifie beaucoup pour lui, en raison de sa forte connexion avec le personnage. Lee Byung-hun est l'un des acteurs qui a le plus apprécié de participer à la série. Il a même déclaré qu'il adorerait qu'une série soit créée sur les origines du frontman. Netflix, prenez soin de cet homme, s'il vous plaît. Avant de partir, je veux parler d'un point important. Il y a peu, une rumeur s'est répandue sur une prétendue interview du réalisateur de la série. Il y aurait confirmé que si Thanos avait survécu, il aurait protégé le bébé de la joueuse 222. Il aurait même dit que Thanos aurait aidé la joueuse à traverser le pont en la portant. J'ai vu cette information sur de nombreuses pages et vidéos. Et les fans ont même créé des bandes dessinées et des animations sur le sujet. Alors j'ai mené une enquête et je dois vous dire quelque chose de triste. Cette information est fausse. Il n'existe aucune source de cette interview. C'est juste une fake news qui est devenue virale et que tout le monde a partagé comme si c'était vrai. J'ai vraiment cherché une source. Je l'ai fait en anglais, en espagnol, en coréen. Mais il n'y a aucune donnée qui confirme l'existence de cette interview. J'aimerais que ce soit vrai, mais je dois vous dire la vérité. Si l'un de vous trouve la vraie source, envoyez-la moi et je ferai une vidéo à ce sujet. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, cela m'aiderait beaucoup que vous laissiez un like. Ce serait légendaire. De plus, n'oubliez pas de vous abonner pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci de m'avoir écouté. Je m'appelle Charlie et on se voit dans le futur.